Récemment, je suis allé voir au cinéma un film qui m'a interpellé et qui m'a quand même mis une sacrée claque. Et pourtant, a priori, je pense que c'est un film qui pourrait en réfuter plus d'un. Car il s'agit d'un film en noir et blanc, muet, qui est du cinéma fantastique d'aventure, mais qui appartient plus précisément au genre du slapstick. Mais alors qu'est-ce qui m'a marqué et pourquoi je veux absolument vous donner envie d'aller le voir? Il y a deux principales raisons. Tout d'abord parce que visuellement il est hallucinant, mais aussi parce qu'il est très drôle. La salle était remplie et pendant 1h30 les gens étaient hilars. Et pourtant pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas le rire facile. Ce film a été fait par un duo d'Américains du nom de Mike Cheslick et Ryland Gregson Cold-Shoes. Et donc après l'avoir vu, j'ai tout de suite voulu m'intéresser à ce qu'ils avaient fait avant. Et je suis tombé sur un autre long métrage réalisé juste avant, du nom de Lake Michigan Monster, qui brièvement raconte l'histoire d'un marin alcoolique qui veut venger son père qui a été tué par un monstre sous-marin et qui pour ça va faire appel à une équipe de choc. Et ce film-là aussi était quand même très bon et très original pour un film qui est sorti en 2018. Mais avant de parler un peu plus en détail de ces deux longs métrages et de vous donner envie d'aller les voir, revenons un peu sur les débuts de ces deux mecs et intéressons-nous à leur style qui s'est construit peu à peu sur des projets qui ne sont pas inintéressants. Leurs productions les plus anciennes remontent à 2011, sur deux chaînes YouTube. La première est celle du collectif Shafted Writers, dans lequel il y avait Mike Cheslick. Sur cette chaîne, les premières vidéos sont des courts-métrages absurdes, et techniquement assez impressionnants quand on sait l'accès qu'il y avait au matériel vidéo dans ces années-là. Mais à partir de la quatrième vidéo, c'est le début d'une web-série, Missed Connection, qui elle non plus n'a pas trop vieilli, techniquement parlant, avec un humour qui marche toujours, qui fait penser un petit peu à celui de The Office, et toujours avec une absurdité qui était déjà présente. De notre côté, il y a la chaîne de Ryland, où on y retrouve tout un tas de courts-métrages avec plein d'éléments qu'on retrouvera plus tard dans les longs métrages, et qui font partie incontestablement de l'univers du duo. Des références aux jeux vidéo, notamment à Nintendo, le jeu d'acteur de Ryland qui joue dans ses propres réalisations, et un mélange entre Michael Scott de The Office avec un côté vaudevillien. Il y a du noir et blanc, et aussi des dessins incrustés dans l'image qui n'étaient pas encore animés à l'époque, des influences de divers films de genre et des personnages déguisés, voire carrément grimés. Si on met de côté Torn Lovers et deux vidéos uploadées sur la chaîne de Ryland qui en réalité dataient de bien avant de 2009, les deux chaînes ont en commun d'avoir pour dernière vidéo un court-métrage fantastique. Sur la chaîne de Ryland, il s'agit d'un court-métrage datant de 2012 qui est une adaptation du livre des Révélations, le dernier livre du Nouveau Testament, et qui d'ailleurs est la seule fiction du duo qui n'est pas une comédie. On y retrouve Dan Long, qui plus tard sera l'un des comédiens dans Lake Michigan Monster, mais qui ici interprète le rôle de Jésus. Il y a aussi la même épée, qui est l'un des symboles forts de Lake Michigan Monster, qui était déjà présente dans ce court-métrage. Et enfin aussi un soin apporté au cadre, à la photographie, mais surtout au montage, avec des raccords par analogie et plein d'effets de montage, et un véritable travail sur le rythme. Il s'agit quand même d'un très bon court-métrage, même s'il a un côté amateur. On sent déjà que Ryland savait déjà ce qu'il faisait. Du côté de Shafted Writers, Mike Cheslick réalise son premier long-métrage 2 ans plus tard, en 2014. Il s'agit de Limbos, une comédie absurde dans laquelle deux amis, un homme et une femme, aménagent dans un appartement pour vivre ensemble. La femme est secrètement amoureuse de son ami, mais n'ose pas du tout lui dire, et un fantôme d'un jeune garçon les hante pour les forcer à faire l'amour. C'est un très bon court-métrage avec un comique de situation pour la plupart du temps, mais aussi l'humour passe par les dialogues et par le montage. Les effets spéciaux sont bricolés et minimalistes. Il est techniquement aussi assez irréprochable et on sent qu'il a bénéficié d'un budget un peu plus conséquent. Et en effet, en me renseignant un petit peu, j'ai pu découvrir qu'il y avait eu un crowdfunding. Franchement, si vous avez envie d'aller voir après cette vidéo l'une des premières créations du duo, même si là il n'y a que Mike Cheslick, je vous conseille d'aller voir en premier celui-ci. Ensuite, en 2016, Mike Cheslick a coécrit et réalisé un moyen métrage du nom de Shame Squad. Alors celui-ci, j'ai malheureusement pas pu le voir parce qu'il n'est pas disponible en entier sur internet. En tout cas, j'ai pu comprendre qu'il avait pu lui donner un peu plus de visibilité, car il y a dans le rôle principal l'acteur Jack Cade, qui était déjà connu à cette époque-là pour avoir joué dans Hunger Games notamment. Par la suite, il a notamment prêté sa voix pour Peter Parker dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Il a joué dans la série The Boys, et il a eu notamment un petit rôle dans Oppenheimer, et ceci ne sont que des exemples. Enfin, le duo prend véritablement forme avec le court-métrage Lips, L-I-P-S, sorti en 2016. Même si j'ai pu quand même voir qu'ils se connaissaient déjà avant, car Mike Cheslick était crédité dans les vidéos du début de la chaîne de Ryland. Donc ce court-métrage mélange animation et prise de vue réelle. Il s'agit d'une véritable petite production de science-fiction à la Rick et Morty, avec une animation certes minimaliste, mais quand même efficace. Bon, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à la regarder, car il n'y a pas de sous-titres, et les personnages parlent très vite, un petit peu comme dans Rick et Morty finalement, et ça a été assez compliqué pour tout comprendre, pour les non-anglophones comme moi. Mike était à la réalisation, à l'animation et au scénario, qui a été coécrit avec Ryland, qui interprète également le rôle principal du personnage de Ozang Giwan. Le court-métrage a été découpé en plusieurs petits épisodes, tous disponibles sur la chaîne de Mike Cheslick.
Ensuite, Mike Chesley a été monteur pour la série Speak for Yourself de 2016 à 2018. C'est un talk show américain sportif. En 2017, il s'occupe de l'animation d'une série Netflix qui s'appelle The Get Down, qui également mélange prise de vue réelle et animation. Et enfin, en 2018, il est monteur et surtout co-scénariste avec Ryland sur leur premier long métrage du nom de Lake Michigan Monster. Ce film est réalisé par Ryland, qui a également le rôle principal. Il s'agit d'une comédie fantastique et horrifique qui rend hommage aux films de série B des années 50 et 80. Le film a plein d'influences venant du cinéma et même de la télévision, avec la troupe des Monty Python, les Simpsons, les films de Guy Maddin, comme Brain Upon the Brain, ou encore Evil Dead 2 de Sam Raimi. Et ça, ce sont les influences évoquées par le réalisateur lui-même en interview. Et moi, je pourrais en rajouter encore d'autres, avec Bob l'éponge, des films de super-héros venant du Japon comme les Power Rangers ou encore The Office. You don't have the money. I'll sell my pontoon. You killed my unborn child. I'll sell my pontoon. C'est un sacré mélange et croyez-moi, ça fonctionne. Le film est en noir et blanc, je pense, pour cacher certains effets spéciaux low cost, et même si ces effets spéciaux sont datés, il faut notamment penser à du Méliès, je trouve qu'ils ont quand même du charme, même si on voit l'artifice, même si on voit le trucage, je trouve que c'est quand même beau et que ça a un côté intemporel. Et d'ailleurs, en parlant de Méliès, le monstre dévoilé à la fin du film, que je ne vais pas vous montrer ici, car j'ai envie que vous ayez le découvrir par vous-même, me fait penser à un mélange entre Méliès, Gripsou le clown et un méchant des Power Rangers. Et d'ailleurs, ce monstre-là, qui est quand même vraiment réussi, je trouve, a été réalisé par un spécialiste d'effets spéciaux du nom de Joe Castro, qui est un véritable vétéran dans ce domaine. Le film est assez drôle et inventif du début à la fin. La réalisation est très moderne, avec beaucoup de mouvements, des plongées, des obliques, des contre-plongées, et plein d'effets de montage, et tout ça au service d'un rythme qui est assez soutenu, mais pas indigeste, car le scénario est relativement simple. Les péripéties s'enchaînent pour le personnage principal, ça va toujours de plus en plus loin visuellement, et même en termes de récit, c'est très impressionnant, c'est de plus en plus spectaculaire et de plus en plus loufoque. Et une phrase que j'aime bien qui est présente dans la bande-annonce, c'est comme si le personnage de Bob l'éponge avait pris toutes les drogues et décidé de faire un épisode spécial Halloween. Le film a disposé d'un très petit budget, en l'occurrence 7 000 $, qui venait directement de la poche du réalisateur, qui était livreur de pizza à l'époque. Donc c'est un film de série B, pas uniquement dans l'esprit. Et ce qui est aussi assez marrant, c'est de savoir que lors du tournage, en fait les rôles pouvaient s'inverser, les acteurs qui n'étaient pas vraiment des acteurs pouvaient aussi passer à la technique, ils pouvaient aussi passer à la réalisation. En bref, c'est un cinéma totalement libre et décomplexé. En résulte un film très drôle et vraiment réussi à mon sens, et même s'il a eu un succès critique dans les festivals dans lesquels il a tourné, et même un succès au sein des sphères de cinéphiles de genre, je trouve qu'il mérite qu'on en parle beaucoup plus. Et c'est encore plus le cas pour moi du dernier film en date du duo qui est sorti après celui-ci, à savoir Hundred of Beaver. Présenté en 2022 au Fantastic Fest, sorti directement en vidéo en 2024 sur Amazon Prime US, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première française en festival, notamment au Greenhouse Paradise à Toulouse, et ça a été une véritable claque. Alors si je vais faire un petit pitch rapide, en fait c'est l'histoire de Jean Kayak qui doit survivre dans la neige après que les castors aient détruit sa production de cidre. Petit à petit, il va essayer de devenir le meilleur trappeur dans cette nature hostile. Il va aussi essayer de trouver l'amour et de déceler le projet secret des castors. C'est un film qui appartient au genre de la comédie burlesque, autrement appelé le slapstick. C'est un genre théâtral et littéraire qui à la base nous vient d'Italie, qui a pour caractéristique de baser son humour sur une violence exagérée, intentionnelle ou non, que les personnages s'infligent entre eux avec des objets incongrus et souvent mal utilisés. Le nom slapstick vient du bruit que faisaient les bâtons qu'utilisaient les comédiens pour se frapper sur scène, qui en fait étaient des objets truqués, qui faisaient un bruit très fort, faisant croire aux spectateurs, ou donnant en tout cas l'illusion que le bruit venait du coup imposé aux comédiens. Ce sous-genre a ensuite été popularisé au cinéma dans les années 10 et les années 20, avec des artistes comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, ou encore Laurel et Hardy par exemple, mais aussi avec les cartoons de Walt Disney et leurs concurrents chez Warner Bros, les Looney Tunes. Et c'est plutôt à ça, au cinéma, que Hundred of Beavers rend hommage. Vu qu'il est empreint de toutes ces références et de comment il les articule, on peut qualifier le film de postmoderne. En effet, il joue avec les codes du genre, mais il va au-delà de ça, et il cite, il reproduit même parfois à la perfection des scènes cultes du burlesque, en les adaptant à l'univers de la neige et des castors. Selon moi, ce film a un énorme potentiel parce qu'il est maîtrisé de bout en bout. C'est un humour qui touche tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir des références culturelles, il n'y a pas la barrière de la langue, et cet humour est pour moi intemporel, il peut toucher toutes les générations et même tous les publics. Il y a quand même une touche d'humour noir et quelques blagues en dessous de la ceinture, mais rassurez-vous, ça reste assez soft. Certaines personnes peuvent lui reprocher d'être un peu trop long, un peu trop répétitif,
Mais pour moi, arriver à faire rire toute la salle du début à la fin est une véritable prouesse. Surtout que personnellement, je n'ai pas le rire facile. Le rythme est très soutenu, comme dans Lake Michigan Monster, mais très plaisant. Je me suis laissé porter dans ce train fantôme faisant défiler les gags sous mes yeux ébahis. Cela ne s'arrête jamais, ça va de plus en plus loin, dans une folie spectaculaire qui ne s'essouffle jamais. Et rassurez-vous, je ne vais même pas tout vous montrer, je vais vous laisser découvrir ce film après cette vidéo. Mais moi, ce qui m'a donné envie de voir ce film, ce qui m'a interpellé dans les premières images que j'avais vues avant d'aller au cinéma, c'est son originalité visuelle, et en particulier ses costumes de castors et d'animaux. Et effectivement, ils ont un côté ridicule et un peu cursed. Et le film assume ça en fait, il va même jusqu'à jouer avec ses déguisements en faisant des gags avec par exemple les personnages qui remettent leur tête de castor en place ou qui perdent une patte quoi. Et je trouve ça vraiment très très drôle. En fait l'humour dans ce film il est partout, il n'y a pas 30 secondes sans une blague et je vous assure que c'est quand même très plaisant à regarder. Même s'il est visuellement très impressionnant, très spectaculaire comme j'ai pu le dire, surtout à la fin du film, c'est quand même un film bricolé. Et en me renseignant un petit peu, j'ai pu découvrir qu'il a fallu au duo environ 4 ans avant d'en venir à bout. Au-delà du burlesque, ce film est une véritable déclaration d'amour au cinéma au sens large, avec un nombre incalculable de références à différents films comme Star Wars, Indiana Jones, Tex Avery, Predator, etc. etc. et certainement plein que je n'ai pas pu déceler. Il y a aussi beaucoup de références à Mario Bros et à son univers, mais aussi à différents gameplays présents dans de nombreux jeux vidéo. Ce film, que ce soit en termes de ressenti ou de par toutes ces influences que le duo a su utiliser pour créer quelque chose d'unique et de rafraîchissant dans le paysage de la comédie, a selon moi tous les atouts pour devenir un film culte. Donc voilà, j'ai essayé de faire le tour de toutes les productions plus ou moins qu'ont pu faire ce duo loufoque américain et surtout de parler de ces 2 derniers longs métrages qui sont quand même très impressionnants. Et maintenant, avant de véritablement conclure, j'aimerais quand même que vous imaginiez avec moi le potentiel de ces 2 mecs-là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire par la suite aussi. Ça serait quand même hallucinant qu'ils s'emparent de d'autres genres sous-genres du fantastique ou de l'horreur, et surtout qu'on leur donne plus de visibilité pour qu'ils aient plus de budget en fait. Ça serait quand même assez fou. Imaginez si ces 2 mecs-là, je sais pas moi, ils font un film de zombies, ils font un film de SF assez poussé, ça pourrait être complètement démentiel. Puis quand même, je trouve qu'ils ont un humour assez universel en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai fait découvrir ce duo assez improbable. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des réalisateurs ou des acteurs qui mériteraient que je parle d'eux sur leur chaîne car ils méritent plus de visibilité. Des gens en fait qui ont déjà fait des longs métrages, qui ont déjà fait des films, qui n'ont pas encore une filmographie vraiment étoffée et qui justement ont un énorme potentiel en fait. Et si ça me plaît, si ça m'interpelle, peut-être que j'en parlerai sur la chaîne, enfin bref. Je vous laisse échanger même entre vous dans les commentaires, je serai à l'écoute. Et sinon je vous dis à une prochaine.